Salut à tous, nouvelle vidéo, nouvelle bagnole. Sans forcément vous raconter ma vie, effectivement j'ai pu me procurer cette voiture tout droit sortie du siècle dernier, même si celle-ci est du 21e siècle, on dirait pas. C'est l'une des dernières en fait, enfin peu importe, vous verrez ça. C'est un petit peu le prétexte en fait de vous faire deux vidéos. La première sur le pourquoi, pourquoi prendre une Panda. En fait, c'est surtout un prétexte pour ne pas forcément parler de la Panda, mais plus de mes critères de choix d'un véhicule survivaliste, de manière à dérouler toute une liste de critères. Ça va être un peu la mise à jour d'une vidéo que j'avais fait il y a plusieurs années sur les critères de choix d'un véhicule. Après chacun, avec toute une liste de critères comme ça pourra vous permettre à votre niveau d'orienter votre choix. Si en ce moment vous réfléchissez à prendre une autre voiture, ça pourra vous donner des idées de critères auxquels vous n'avez pas pensé. Ça va être cette première vidéo donc sur le pourquoi, et il y aura donc une deuxième vidéo qui sera coupée en deux parce que ça sera trop long, sur le comment, c'est-à-dire comment on a restauré ce véhicule qui était vendu comme étant pour pièce, ce qui m'a permis de l'acheter pour une bouchée de pain, clairement. Il y a une blague qui dit si en faisant le plein on double la valeur. C'est quand même pas ça, mais pas loin. Donc la deuxième vidéo sur le comment, dans laquelle donc ça sera plus technique, ça sera plus mécanique. C'est l'occasion de vous montrer plein de petites choses, tout ce qu'on a pu faire un petit peu nous-mêmes sur la voiture, pour un petit peu faire une sorte d'initiation ou de présentation pour ceux qui ne sont pas du tout calés en mécanique. Moi je l'étais pas forcément non plus que ça il y a quelques temps. Puis à force de m'y mettre, à force de pratiquer, là c'est mon troisième véhicule sur lequel je bricole un petit peu. Finalement il y a pas mal de choses qu'on peut faire soi-même. Ça sera donc dans la vidéo sur le comment. Donc faire soi-même pour plus d'économie, plus d'autonomie, etc. Comme d'habitude. Donc première vidéo là sur le pourquoi cette voiture là. On va commencer donc par parler un petit peu de tous les critères qui peuvent permettre de sélectionner un véhicule. Donc j'ai mon petit plan, j'ai ma petite liste. Contrairement à mes habitudes de faire des vidéos à l'arrache, là j'ai tellement de critères que il me fallait faire une liste. Alors, le premier critère, ça va être le critère économique. On parle souvent de résilience économique. Donc, le critère de l'économie, il va être sur plusieurs niveaux. Il va être déjà sur l'achat du véhicule. Tout dépend de votre budget, mais si on a un véhicule plus économique, forcément, vous allez me dire c'est comme pour tout. C'est comme pour les couteaux ou n'importe quoi. Si on a un petit prix, un bon rapport qualité-prix, ça sera plus intéressant qu'un truc onéreux, c'est logique. Également l'économie en carburant, donc pour moi c'est ultra pertinent d'avoir un véhicule qui consomme peu, de manière à, bien sûr, avec le même budget carburant, avec le même stock de carburant, faire plus de distance, ou bien faire plus d'économie sur l'année. Un véhicule économique au niveau de l'entretien. Donc pour ça, il faut un véhicule simple, assez fiable, et surtout avec des pièces qui coûtent pas cher. Pour vous donner un exemple, sur ce véhicule-là, il a fallu que je remplace le radiateur moteur qui permet le refroidissement du véhicule, qui était éclaté, qui avait des fuites. Un radiateur neuf, ça m'a coûté 30 €. Voilà, c'est un exemple type de pourquoi c'est intéressant d'avoir un véhicule économique à l'entretien. Et même en termes de filtre à huile, de fluide, tout ce qui est en rapport avec l'entretien, les bougies, il faut que ça coûte vraiment le moins cher possible. Et également économique en assurance. Ça, c'est une charge sur laquelle on ne va pas pouvoir vraiment concéder. Ça va être des centaines d'euros sur l'année. On est matraqué à ce niveau-là. C'est obligatoire d'en avoir une, donc autant avoir une assurance qui nous coûte peu cher. Déjà. Donc déjà, ces 4 critères-là économiques. Ce véhicule-là correspond à ces 4 points, sans souci. D'assurance, je suis entre 25 et 30 € d'assurance par mois. Donc c'est vraiment les petits véhicules économiques qui sont à ce prix-là. Ensuite, critère suivant, la discrétion. Avoir un véhicule très, très opulent, qui va être soit un signe extérieur de richesse, ou alors un marqueur de votre préparation. Par exemple, un gros 4x4, un véhicule très qui dénote par rapport à ce qu'il y a dans votre environnement, par rapport à votre voisinage, etc. Ça va attirer l'attention sur vous. Pareil, si vous avez un véhicule qui sort de l'ordinaire, visuellement, ou parce qu'il est rare, ou parce qu'il est esthétique, ou je ne sais pas quoi, quand vous allez vous balader à un endroit, dans la circulation, pareil, vous allez peut-être plus attirer l'attention.
Donc un véhicule assez discret. Là pour le coup, petite voiturette, il y en a partout comme ça dans la campagne. Des pandas, on en voit encore régulièrement quand même. Il y a des véhicules peut-être plus discrets, plus homme gris, c'est vrai, à notre époque. Typiquement une Clio 2, on peut pas faire plus discret que ça, plus homme gris que ça. Ou un Kangoo par exemple, comme j'avais présenté il y a quelques temps, qui était mon ancien véhicule. Critère suivant, la standardisation, c'est-à-dire plutôt l'échelle de diffusion du véhicule. C'est-à-dire que ça va être intéressant pour nous, ça va être un bon choix, une bonne idée que notre véhicule soit très répandu. Anciennement, donc je vous parlais de mon ancien Kangoo, il est intéressant à ce niveau-là, il y en avait eu 1 500 000 qui avaient été produits. Là sur la Panda, on est à 5 millions qui ont été produits. C'est encore l'échelle au-dessus. Donc le fait d'avoir un véhicule très répandu, donc on revient au point précédent, la discrétion, et également ça va être intéressant pour les réparations. On va trouver plus facilement de la pièce détachée que pour je sais pas, une voiture de collection américaine des années 40. Ça va être très compliqué de trouver des pièces détachées. Un véhicule très répandu, très diffusé de notre époque, très facilement on va avoir des pièces détachées. Les professionnels vont bien connaître le véhicule, vont pouvoir intervenir dessus s'il y a un problème. Point suivant, ça va être la simplicité. Là, on est vraiment dans cet esprit-là avec cette voiture. Poignée manuelle, vitre manuelle, pas d'autoradio. Il y a le petit cendrier, super. Pas d'autoradio, on a un vide-poche. Là, la version, donc la Young, la 900 IE des années 2000, elle a vraiment été dépouillée. On a enlevé le rangement passager, on a enlevé l'autoradio, on a enlevé pas mal de choses. On a vraiment l'essentiel. Vraiment l'essentiel, c'est vraiment l'esprit KISS. À mon sens, c'est hyper important que mon véhicule soit simple. C'est le principe KISS que vous connaissez bien. Keep it simple, stupid. Plus un véhicule est simple, moins il y a d'éléments, moins il y a d'options, moins il y a de risques de panne. Ça, c'est pas nouveau, c'est sûr dans tous les domaines. Facile aussi d'intervenir dessus nous-mêmes. Un véhicule simple, avec peu de compétences, on va pouvoir l'entretenir. Des véhicules très complexes, comme on fait aujourd'hui, beaucoup d'électronique, beaucoup d'options, des dispositions, enfin des conceptions très complexes avec énormément de cache. C'est très très compliqué d'intervenir soi-même. Un véhicule très simple, là avec un jeu de douille et puis un tournevis cruciforme, je peux faire plein de choses moi-même déjà, et avec très peu de compétences finalement, très peu d'expérience. Le point suivant, ça va être de faire un petit peu aussi la balance entre la polyvalence d'usage de notre véhicule et la spécialité, la spécialisation du véhicule. Il faut essayer de trouver un bon compromis. Une petite voiture comme ça, une citadine, on se rapproche de beaucoup de petites voitures. Finalement, on perd un petit peu en polyvalence. C'est un petit peu plus spécialisé. On va faire des petits trajets. On va d'un point A à un point B. Pour moi, la voiture, ça sert avant tout à ça. Il faut que ça me coûte le moins possible, que ce soit le plus simple possible, le plus fiable possible. Je vais d'un point A à un point B. Là, j'ai pris ce véhicule parce que j'ai pas besoin de beaucoup de transport, puisque j'ai encore mon van à côté. Donc les deux véhicules se complètent bien. Si j'avais eu à avoir un seul véhicule, c'est ce que j'avais avant, j'avais tout simplement un Ludospace, un Kangoo, parce qu'on retrouve le format voiture, le coût économique d'une voiture, tout en ayant plus de volume d'emport. Là, le fait que j'ai deux véhicules, chacun va avoir un petit peu sa spécialité. Le van quand j'ai des grosses choses à transporter, et la petite voiture pour les trajets quotidiens plus économiques en carburant. Mais si vous voulez avoir qu'un seul véhicule, vous pouvez essayer de trouver quelque chose d'assez polyvalent. Il y a énormément de véhicules qui sont assez polyvalents pour transporter des personnes, transporter du matériel, aussi dormir dedans. Un Ludospace fait tout ça très bien, j'en avais déjà parlé. Point à prendre en compte, la rusticité du véhicule, j'en ai parlé. L'autonomie, en termes de taille du réservoir par rapport à la consommation, ça prendre en compte aussi. Et donc le principe KISS, la simplicité. Petit détail technique donc sur la Panda. Donc elle est intéressante à ce niveau-là, effectivement, parce qu'elle est très simple. Beaucoup de choses mécaniques. Enfin voilà, vous avez vu réglage des vitres à la manivelle, réglage des rétroviseurs manuels. Il y a eu plein de versions. Plein de motorisations. Après, ça reste des petits moteurs en fait par rapport au standard actuel. Ça allait de 750 cm3 à 1,1 litre. Aujourd'hui, on est à partir de ces tailles-là, à partir de 1 litre pour la plupart des voitures. Là, la mienne, elle fait 0,9 litres, 900 cc.
L'avantage de celle-ci, c'est qu'on revient sur les systèmes d'un petit peu du début de la Panda. On a une motorisation à chaîne, on a une transmission à chaîne. On n'a pas de courroie de distribution. Le fait d'avoir une distribution à chaîne, ça rajoute encore de la rusticité, de la résilience sur le véhicule, puisque c'est quelque chose qui sera beaucoup plus durable qu'une courroie. Donc on a des pertes, du bruit par rapport aux courroies, c'est pour ça que les véhicules modernes ont des courroies aussi, puis ça permet de facturer une intervention quand il faut faire la courroie. Là, une distribution à chaîne, c'est un intérêt aussi. Donc pour vous dire, au niveau du coût du véhicule, je l'ai eu bien négocié à 150 €. 150 € la voiture, avec un peu plus de 100 000 km au compteur seulement. Donc c'est difficile de trouver des voitures moins chères que ça. Et pourtant, elle n'était pas épave, elle était vendue comme étant pour pièces, parce qu'il y avait plein de petits problèmes à régler. Et donc en mettant les mains dedans, en travaillant dedans plusieurs semaines, en remplaçant tout ce qu'il y avait à remplacer, je m'en suis tiré pour environ, je dirais, entre 500 et 600 €. Donc ça me fait une voiture à 100 000 bornes pour 600 € qui va pouvoir me durer des années, maintenant qu'on a fait pas mal de choses. Le prochain truc qui risque de lâcher dans quelques temps, ça pourrait être le joint de culasse éventuellement, mais pareil, on peut le faire soi-même facilement. Je l'ai déjà d'ailleurs. La courroie accessoire, je l'ai aussi d'avance. Quand il y aura besoin de la faire, je la ferai. Les pièces sont très peu chères, donc c'est facile d'avoir les pièces d'avance pour les faire soi-même. Puis donc pas de courroie de distri. Une très très grande simplicité de conception. C'est ce que j'aime dans ce véhicule-là, pour vous donner une image, c'est qu'on a un petit peu un compromis entre une Renault 5 et peut-être une Méhari, par exemple. Pour ceux qui connaissent la vieille Méhari, la vieille Citroën à l'époque, une espèce de petit Jeep en tôle. On est un peu dans cet esprit-là, je trouve. On a la petite voiture, toute simple, en tôle, toute légère. Ah, je vous ai pas dit, on a un véhicule là de 39 chevaux. Ça n'existe plus des véhicules très peu puissants comme ça, 39 chevaux. Donc effectivement, c'est ridicule par rapport au standard d'aujourd'hui. Mais étant donné que le véhicule fait seulement 700 kg, on a un rapport poids-puissance pas dégueu. Alors effectivement, 39 chevaux et 900 cc, c'est pas énorme par rapport au standard d'aujourd'hui. Mais en fait, c'est cette petite cylindrée là et cette petite puissance qui permet de gagner sur le critère économique. C'est ce qui permet d'économiser du carburant, c'est ce qui permet de payer moins cher d'assurance. Et puis, étant donné que la voiture est légère, au final, ça se ressent pas vraiment. 39 chevaux, on prend 80, 90 sur les routes de campagne comme tout le monde, sans ressentir vraiment la faible puissance. Donc pas de problème. D'autres exemples de véhicules, pour passer vite fait à autre chose que la Panda. Je vous ai parlé un petit peu dans cette vidéo, comme dans la vidéo d'il y a plusieurs années, du Kangoo et des Ludospace. Véhicules polyvalents, on peut dormir dedans, on peut transporter du matos. C'est assez économique, c'est assez simple, c'est passe-partout, dans le sens où c'est très homme-gris, parce qu'il y en a énormément, c'est standard, voilà, pas de souci. D'autres Ludospace aussi sont tout aussi pertinents. Berlingot, Partner, Dacia Docker, il y en a énormément, même plus anciens, les C15 ou autres. Ensuite, toutes les petites voitures qui commencent à être un petit peu anciennes, un peu collection, donc par exemple la Panda, les Super 5, les 205, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les 306, enfin tout, c'est pas une petite voiture, mais vraiment tout ce qui est dans cet esprit-là, petite voiture des années 90, assez économique, assez simple. On peut faire les cartes grises collection de plus en plus, donc on peut mettre les mains dedans, ça va revenir aussi moins cher d'avoir des cartes grises collection en termes de contrôle technique ou d'assurance. Donc ça peut avoir ses intérêts aussi, mais c'est pas ce qu'il y a de plus polyvalent, c'est sûr. On va d'un point A à un point B, voilà. Le défaut de ces petites voitures-là, comme là dans la Panda, c'est les différences par rapport au standard actuel en termes de sécurité. Ça, c'est vraiment le gros défaut, ce qui pourrait en faire tiquer certains, qui pour eux, ça serait rédhibitoire d'un point de vue survivaliste. C'est vrai que niveau sécurité, pas d'ABS, pas d'airbag, pas de SP, on a des toutes petites roues, c'est du 13 pouces, monté sur du 135, c'est vraiment des galettes. Donc ça, par rapport aux normes actuelles, en termes de sécurité, c'est pas ce qui est idéal. Donc ça appelle à rester prudent sur la route pour éviter de finir au fossé. Quel autre choix aussi en termes de voitures qui pourrait être pertinent, ce serait les voitures économiques, je pense, pour le rapport qualité-prix, pour ceux qui veulent des voitures neuves. Je pense surtout peut-être à Dacia, on en voit énormément, c'est parmi les voitures les plus vendues aujourd'hui en Europe, donc en termes de standardisation c'est pas dégueu.
Les coûts sont abaissés maintenant sans rogner sur le rapport qualité-prix ou sur la sécurité. Les voitures modernes type Dacia sont pas mal. Il y en a beaucoup en GPL. Ça vaut moins cher que la concurrence. Des trucs sont des best-sellers qui sont assez pertinents. Le Duster, le Docker, enfin des choses assez malins, donc pourquoi pas. Pourquoi pas ne pas rechigner sur Dacia. Mais bon, au choix de chacun. Et enfin, donc tout ce qui est 4x4. Donc les 4x4, c'est quelque chose qu'on voit souvent chez les survivalistes. Pour moi, c'est pas la meilleure idée parce que ce qu'on gagne en capacité de franchissement, qui va ne servir que de manière anecdotique réellement, certains se projettent donc dans une logique de soit d'autonomie, d'aller au bois, d'aller en forêt, ou alors dans une logique un peu d'évacuation catastrophique. J'ai un 4x4, je vais pouvoir passer partout, prendre les petits chemins. Ok, mais au quotidien, pour un survivalisme du quotidien de monsieur, madame, tout le monde, les 4x4 sont peut-être pas forcément la meilleure option. On va beaucoup consommer. On risque d'avoir beaucoup de problèmes au niveau entretien, au niveau mécanique. Il y a souvent des problèmes sur les 4x4 quand ça commence à vieillir, quand ça a été mal entretenu. Sur les boîtes, sur les différentiels, les bordels, très souvent il y a des problèmes et ça peut vite vous revenir très cher quand même. Donc tout ce qui est 4x4, il y a quand même des bonnes options. La Panda 4x4, ça pareil, c'est encore la Panda normale n'est pas forcément si réputée, mais la Panda 4x4 et c'est quand même acquis une bonne réputation en tant que petit 4x4 léger. Ça grimpe partout, tant c'est léger, c'est fiable, c'est simple, ça fait le boulot. Également la Lada Niva, on en connaît quand des Lada Niva, je les salue. La Lada Niva très bien aussi, très connue comme ça, comme très bon 4x4. Et c'est aussi ce que j'aime bien dans la Panda, c'est qu'elle a un peu la bouille de la Lada Niva. On a le côté carré, un petit peu coupé comme ça à l'arrière avec des vitres plates. J'aime bien ce style-là, c'est juste une question de design et de goût, mais donc le Lada Niva très bien aussi comme 4x4 soviétique, très rustique, peut-être l'un des meilleurs véhicules survivalistes. Le Duster, j'en ai parlé, pour avoir un 4x4 moderne, qui est de plus en plus standard. Le Duster, faut pas oublier qu'il a fait partie des finalistes pour remplacer la P4 de l'armée de terre. Finalement, c'est le Ford Ranger qu'il a eu pour un temps, le temps de trouver un autre véhicule. Mais le Duster, très bien. Pareil, j'en connais qui ont des Duster, je les salue. Et enfin, le Defender, Land Rover Defender. On en voit encore souvent, beaucoup prennent ça aussi. Ça peut avoir son intérêt aussi, ça commence à vieillir, ça consomme beaucoup. Mais le Defender, le court ou le long d'ailleurs, font partie peut-être des meilleurs véhicules survivalistes en termes de rusticité. Je ne sais pas si ça vaut la Lada Niva, mais en tout cas, c'est peut-être encore plus répandu. Je ne saurais pas dire exactement, mais surtout c'est encore plus grand. Surtout pour le rallonger, là c'est un bus le truc. Par contre, différent, tout ce qui est pick-up, ça peut avoir son intérêt aussi, mais je pense qu'on perd un petit peu en spécialisation, dans le sens où le chargement n'est pas forcément protégé. Je sais que vu que là on parle bagnole, je vous connais, vous allez être très nombreux à venir me parler du Toyota Tacoma, parce que tonton s'en est acheté un, donc comme d'habitude, il y en a déjà qui ont déjà commencé à le faire, à me parler du Toyota Tacoma, quand j'ai commencé à parler un petit peu de la Panda sur les réseaux. Donc je vous connais. Les pick-up pourquoi pas, mais c'est quand même spécialisé. Je peux comprendre pourquoi Vol se prend un Tacoma. Ça aurait pu être un Hilux, ça aurait pu être un Ford Ranger. Bon, ça a été le Tacoma, parce que Toyota, effectivement, c'est fiable. Je peux comprendre pourquoi il se prend ça. Dans son environnement, les Nord-Américains ont beaucoup de pick-up, donc ça passe partout. Chez nous, ça donnerait beaucoup, je pense. Bon, chacun, on fait ce qu'on veut, au final, on s'en fout. Mais par chez moi, je sais pas pour vous, mais chez moi, les artisans et les chasseurs, ils ont plus des experts ou des C15, des C15D, que des pick-up à 30 000 euros. Je sais pas chez vous, mais chez moi, je vois jamais de pick-up. On n'a pas le même environnement. Chez nous, il fait pas moins 40. C'est quand même rare d'avoir besoin de mettre un cerf dans la benne à l'arrière, de mettre un bug de 200 kg. C'est pas les mêmes conditions. Donc moi ce serait pas mon choix perso de prendre un pick-up de 2020 flambant neuf. Chacun ses choix. Ça peut être pertinent chez lui, mais pour moi en France je vois pas trop l'intérêt. Même si j'avais 30 000 euros, hein, ça c'est pas, y a pas à dire. Mais vous voyez, entre une voiture à 500 euros et puis un pick-up à 30 000,
Je peux vous dire qu'avec 29 500 €, j'en fais des trucs en termes d'autonomie et de préparation. Je dis pas qu'il l'a acheté ce prix-là, hein, mais c'est le prix que ça vaut ce genre de bête en France, quand elles sont neuves. Passons. Mais donc les pick-up, pourquoi pas. Mon propre père a eu un pick-up un temps, finalement s'en est débarrassé. Ça peut avoir son intérêt, on peut charger des trucs, aller au bois, c'est pratique, c'est un peu comme une brouette sur roue. Mais est-ce que c'est si polyvalent que ça? Est-ce que ça vaut tellement le coup sur le long terme? À voir. Bon, j'ai assez parlé des pick-up. Bon ok, on peut en faire des technicales en montant une batteuse à l'arrière. Donc voilà un petit peu pour tout ça, pour la Panda. Donc oui, il y a des inconvénients. Le manque de patates, le manque de confort. Ok, c'est style années 80, années 90, mais bon, ça va bien. Et ouais, c'est pour ça que je l'adore au final, c'est pour la simplicité. Le petit prix, la simplicité. Bon, j'ai suffisamment bavardé là-dessus. En conclusion, eh ben, écoutez, s'il y a d'autres véhicules qui pourraient être votre choix, je vous invite à les proposer aux autres, ça pourrait être des bonnes idées. Je connais pas tout, hein, comme tout le monde. Et également, si vous avez des questions sur la Panda, eh ben, n'hésitez pas. Et quoi d'autre? Et ben moi je vous dis à très bientôt donc pour la prochaine vidéo sur le comment, donc coupé en deux parce que ça va être long, les 2 vidéos mécaniques sur la Panda, ça va être l'occasion et ben, un petit peu de vous présenter des petites choses et peut-être de faire une sorte d'initiation visuelle, parce qu'on explique quand même pas mal de choses. Je bosse avec mon frère qui est du métier, qui est professionnel, donc il explique quand même pas mal de choses sur le fonctionnement du véhicule. Et j'espère que ça vous encouragera à bricoler vos véhicules vous-même pour faire de bonnes économies et gagner en compétences. Allez, salut à tous et à très bientôt. Salut. C'est pas si petit, hein, regarde, on peut y mettre une berouette en dedans.